Bonjour Pierre, tout d'abord merci de m'accorder quelques minutes pour répondre à mes questions. C'est un honneur pour moi de t'interroger pour ma toute première interview. Je t'en prie. Pour commencer, comment vas-tu? Là tout de suite ou en général? En général et là tout de suite. Ah bah, là tout de suite, j'ai une crève du diable. Sinon, dans l'ensemble, ça va bien. Ça fait un petit peu moins d'un an et demi que j'ai été greffé et ça va, ça va. Je me redéplace, j'arrive toujours pas à faire de sport par contre, D'accord. Tu mais retrouves, tu retrouves la forme j'arrive, au fur et à mesure. j'arrive à travailler. Ouais, c'est long, ouais. Mais on m'avait dit que ce serait long, hein. Avant d'évoquer de nombreux sujets, peux-tu nous expliquer d'abord le parcours que tu as connu pour devenir journaliste et pour entrer dans le milieu de l'audiovisuel? Alors, je suis rentré à l'équipe comme pigiste à 21 ans. J'en suis sorti grand reporter à 42 ans pour devenir dirigeant du stade de Reims et commencer en même temps 100% foot sur M6. Reims, ça a duré qu'un an, M6, ça n'a duré 4, jusqu'au moment où Cyril Linette, qui était le chef des sports de Canal à l'époque, est venu me chercher pour intégrer le Canal Football Club qui allait vivre sa deuxième saison. Et voilà, et maintenant ça fait 9 ans que je suis à Canal. Donc maintenant, on va aborder différents sujets. En décembre 2016, tu as subi une double greffe du foie et du rein. Sans cette Ouais. opération, à quelques jours près, j'aime pas dire ça, mais tu aurais pu y rester. Comment as-tu vécu cette période et est-ce que désormais tu vois la vie différemment? Alors, déjà, je le savais pas que je risquais d'y rester, hein. Et franchement, au moment où j'ai été opéré, j'étais trop fatigué pour me rendre compte de quoi que ce soit. Euh, j'ai, mais je dirais que depuis que j'ai repris mon travail, j'ai pas l'impression d'être un autre homme, j'ai pas l'impression de vivre une deuxième vie, j'ai l'impression d'avoir repris le cours des choses. Et je pense en plus que c'est plus commode et plus simple à vivre. Mais en même temps, j'ai pas choisi ça pour que ce soit plus commode. Je constate que je le vis comme ça, quoi. T'as toujours dit dans d'autres interviews que sans ta maman et ta compagne Mélissa, tu n'aurais pas tenu. Pendant ces moments-là, Ouais, le soutien des proches, ça doit être très important. bah c'est fondamental. Ça t'aide à tenir. En plus, il faut bien se rendre compte que les 4 derniers mois avant ma greffe, je pouvais pas rester seul une minute, quoi. Je pouvais faire un malaise, je pouvais tomber, je pouvais parce que je marchais plus. Donc oui, donc c'était une présence, voire une surveillance de tous les instants. Et c'est sûr que sans L2, j'aurais pas tenu le coup, ça c'est certain. Après ton retour aux sources, si on peut dire ça, tu as sorti un livre intitulé Deuxième mi-temps, dans lequel tu expliques ces nombreux mois de calvaire. Quel message tu veux faire passer à travers ce livre? Ben, c'est que la mort donne la vie, que voilà, que si j'avais pas reçu un foie et un rein d'un donneur qui est évidemment décédé, je serais plus là aujourd'hui pour vous parler. Donc je suis la preuve vivante du besoin d'organes et du fait que ça marche. Donc c'est pour ça que je m'implique beaucoup. J'essaye de répondre le plus possible aux sollicitations très nombreuses que je reçois à ce niveau-là. Je suis devenu l'ambassadeur du dépistage de la cirrhose NASH avec l'hôpital Beaujon. Hmm. Je vais d'ailleurs sortir un t-shirt Ben, dont ils bénéficieront au profit de la recette en avril. j'allais en parler justement du t-shirt. Et voilà quoi, j'essaye un peu de rendre les organes qu'on m'a donnés. Et j'en profite pour dire que je suis extrêmement choqué qu'on m'attaque systématiquement sur le prix de ce livre, qui est d'abord le prix d'un livre normal, hein. Si des mecs qui m'attaquaient en lisaient, ils le sauraient. Ouais. Et voilà quoi, c'est pas un livre pour faire de l'argent, c'est un livre, c'est un témoignage quoi. Donc évidemment j'ai gagné de l'argent avec, hein. En même temps c'est moi qui ai été malade aussi, hein. Oui, bah oui, Donc oui. Mais c'est surtout pour faire passer un voilà, message. mais c'est surtout pour faire passer le message, parce qu'en plus je voulais pas le faire ce livre, hein. C'est Mélissa et ma mère qui m'ont convaincu de l'importance du témoignage. Je voulais pas le faire, je voulais pas raconter ma vie, je voulais pas rentrer dans les détails. Et puis finalement, en fait, je suis rentré à fond dans les détails, quoi. Ouais, ouais. À le faire, autant de tout faire comme il faut. Bah, tu sais, comme je l'ai pas écrit, parce qu'au moment où le livre a été fait, j'étais trop fatigué pour l'écrire moi-même, je me suis confié à quelqu'un, Catherine Siguret. Et quand tu parles à quelqu'un, tu te mets pas de barrière, quoi. Tu vois, tu racontes tout. Quand tu écris seul, tu t'auto-censures un peu. Donc justement, tu parlais du t-shirt sur les réseaux sociaux la semaine dernière, tu as indiqué qu'un t-shirt qui serait nommé Rebirth serait disponible à la vente Mhm, début avril. Pour rappel, mhm. lorsque tu as fait ton retour à la télévision, tu utilisais beaucoup ce mot Rebirth qui veut dire renaissance. Donc tu utilisais Voilà, beaucoup je ce l'ai mot je dans... l'ai utilisé
premier tweet que j'ai fait de l'hôpital 6 jours après ma greffe quand Mais Thiago voilà. Motta est venu me voir. Voilà, donc tu utilisais beaucoup ce mot. Et du coup, je voulais te demander si, enfin après, je sais pas si, mais si tu pouvais nous expliquer la démarche à suivre afin de se procurer le t-shirt ou si tu préférais attendre la date de sortie pour en parler. Non, non, écoute, quand il sera en vente sur Internet et il sera en vente dans certains Footlocker aussi. D'accord, aussi dans des Puisque footlockers. la marque qui me fabrique ce t-shirt, Doen, W-E-N, fabrique les t-shirts à l'effigie des joueurs du PSG. Le t-shirt de Neymar, D'accord, d'Mbappé, de oui. Verratti, de machin. Et donc, ce titre-là, il est distribué dans les boutiques du PSG et dans les Footlockers. Ça sortira, alors je sais pas si ça sortira dans tous les Footlockers de France, mais ça sortira dans pas mal de Footlockers. Ok, donc il sera disponible sur Internet et en magasin dans certains footlockers. Voilà. Donc il y a presque un an, donc c'était le 2 avril 2017, les téléspectateurs pouvaient te retrouver à la télévision dans le canal Football Club, après de nombreux mois très compliqués comme on vient de l'évoquer. Est-ce que le retour a été difficile? Non, non. Franchement, non, le retour a été un bonheur. C'était, c'est ce que j'attendais. Tu sais, quand je me suis réveillé de l'opération, j'ai dit je reprendrai l'émission dans 3 mois. J'ai repris l'émission 3 mois et demi après, quoi. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. C'est pas le fait de faire de la télé, de faire de la télé, je m'en fous. C'est le fait d'être de nouveau, d'exister à nouveau par mon travail, De par ma revivre. présence, Hmm. voilà, de revenir. Donc là, on va parler un peu plus télé. En septembre dernier, tu faisais ta première apparition dans Touche pas à mon poste en tant que chroniqueur. Hum, Mais depuis le hum, mois de janvier, on n'y t'y voit plus beaucoup. Est-ce que tu as arrêté? on peut dire ça, ouais. En fait, si tu veux, j'ai été réopéré d'une éventration le 3 janvier. Et puis, à partir de mi-janvier, j'ai commencé à faire 19h30 PM du stade. Et j'ai pas mesuré la fatigue que ça m'a procuré. D'abord de reprendre ça 15 jours après une opération. Et puis aussi d'aller dans des stades où il faisait tellement froid. J'ai été à Caen, à Dijon, à Saint-Étienne, à Marseille, à À Strasbourg, et il Strasbourg. faisait un Hmm. froid de... D'ailleurs, en parlant de Touche pas à mon poste, comment Cyril Hanouna est-il venu à te contacter pour te demander de devenir chroniqueur? Il m'a appelé l'été dernier, il m'a dit que l'émission allait changer, que ça allait être plus média, qu'il voulait vraiment m'avoir, il a beaucoup insisté, et puis comme je l'aime beaucoup, j'ai fini par dire oui. J'ai dû en faire une petite vingtaine de TPMP, mais là honnêtement, là je suis avec mon déplacement le vendredi et le CFC le dimanche, je suis trop fatigué, et puis je veux pas être tous les jours à la télé, quoi, tu vois. Je veux pas saouler les gens non plus, quoi. De toute façon, l'émission marche formidablement bien sur moi, donc voilà. Puis honnêtement, je pense que je manque à personne. Depuis, justement aussi, là, t'en parlais de 19h30 PM. Depuis la rentrée 2017, on te retrouve chaque vendredi soir sur Canal Plus Sport dans l'émission 19h30 PM. Lors de tes premières émissions, t'étais accompagné par de nombreuses jeunes journalistes comme Agathe Pou, Ambro Godillon ou encore Lucie Bacon. Et maintenant, tu te retrouves avec Virginie Ramel et des consultants autour d'une table dans le stade qui accueille le premier match de la journée de Ligue 1 concernée. Pourquoi avoir changé la mécanique de l'émission par rapport au début? Pour deux raisons. D'abord parce que c'était ma volonté du départ d'être au stade. Parce que ça fait très longtemps que depuis que je fais de la télé, en fait, que je fais que des émissions de plateau. Et que je trouvais que ça manquait à ma vie, le contact avec les joueurs, les dirigeants, le public. À chaque fois que je me déplace, je fais de nombreuses photos, je parle avec les gens, moi j'aime bien ça. Donc c'était ça, sauf que quand on a mis en place 19h30 PM avec la direction des sports de Canal, ils avaient peur que ça me fatigue trop au niveau de mon état de santé. Donc on a décidé de faire une émission de plateau. Moi j'ai décidé de faire une émission d'un concept très spécial avec que des filles. Et force est de constater, au vu des audiences, que les gens qui regardent des émissions de foot, ils n'ont pas envie de voir des filles en parler. Personnellement, je le regrette beaucoup, parce que je trouve que le contenu était de très bonne qualité, largement d'aussi bonne qualité que Hmm. si c'était des hommes. Je trouve aussi, Faut ouais. croire que faut croire que le sexisme a encore de beaux jours devant lui. Alors au début, on avait Jessica Wara avec nous. Sauf que heureusement pour elle, elle a repris la compétition. Donc maintenant, c'est le consultant qui vient faire l'émission avec nous. Donc, avant de parler football et de tes projets, sur les réseaux sociaux, tu reçois beaucoup de critiques et d'insultes. Comment tu le gères, ça? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Euh, Tu sais, j'ai reçu tellement d'amour sur les réseaux sociaux pendant ma maladie que j'ai du mal à oublier ça. Après, quand tu as 2 500 000 personnes qui te suivent, ça veut dire que ta parole, elle a du poids, ça veut dire que beaucoup de gens t'écoutent.
Donc ça veut dire que beaucoup de gens te critiquent, parce que c'est très français, quand tu as du succès, on te critique. Maintenant, honnêtement, sur Twitter, même quand t'as pas de succès, on te critique. Donc voilà, je bloque beaucoup de monde, moins qu'avant. Ça doit vouloir dire que je m'en fous peut-être encore un peu plus qu'avant. Voilà, il y a des choses qui me blessent pas. Quand ça vient de supporters totalement bas de plafond qui ne voient que par leur équipe et tout est toujours la faute des autres, ça je m'en fous complètement. Ce qui me gêne plus, c'est les attaques sur le prix de mon livre ou quand on déforme mes propos. Ça, j'ai beaucoup de mal à supporter. Bon, après, sur Twitter, on constate quand même que c'est très facile de critiquer, mais après, Ouais, mais tu sais, quand je vois l'accueil des gens quand je vais au stade, je me dis que parmi les nombreux gens qui me demandent des photos, il y en a certains qui m'ont certainement insulté sur Twitter. Hein. c'est facile d'insulter sur Twitter, mais après, quand on est en face, c'est pas pareil. Voilà, ce qui est dommage, c'est que Twitter puisse être anonyme. Moi, j'adorerais que Twitter ne soit pas anonyme. Que les mecs parlent avec leur vraie adresse email et tout. Et là, tu verrais que ça changerait un petit peu le ton des conversations. Donc, on va passer à la partie football, on va parler un peu de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain. Que penses-tu de cette saison 2017-2018 de Ligue 1? Compte tenu de la toute-puissance du PSG, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Que la lutte pour les deuxième et troisième places entre Lyon, Monaco et Marseille est plutôt de bonne qualité. Après, il y a quelques équipes moins bien classées qui pratiquent un football intéressant, comme Dijon, comme Strasbourg. Mhm. Après, il y en a qui sont mieux classés et qui pratiquent des footballs moins intéressants, comme Nantes et Strasbourg, Nantes et Montpellier. Voilà, moi je vois 6 matchs en intégralité par journée. J'essaye de prendre un peu de plaisir aussi parce que sinon c'est dur à supporter. Mais d'ailleurs, je vais te poser la question maintenant parce que j'allais y revenir. J'allais dire, vu que je suis un supporter du MHSC, justement, quel est ton avis sur cette équipe, sur ce club et sur le travail réalisé par Michel Derzakarian et Laurent Nicolin depuis le début de la saison? Il faut voir que l'année dernière, l'équipe s'est sauvée de peu et a pris énormément de buts. Donc je pense que le recrutement de Michel Derzakarian n'a certainement pas été un hasard. Que s'ils l'ont recruté, c'est pour avoir une solidité défensive. Donc voilà quoi. Après, voilà, quand je fais Strasbourg-Montpellier, qui est pour moi le plus mauvais match de cette saison, je j'ai du mal à comprendre qu'une équipe qui est en lutte pour la 5e place se déplace chez le 14e très diminué et joue à 9 derrière. Après, on me dit ferme ta gueule, ça marche. Ah, mais super, moi ça marche, j'ai rien contre le fait que ça marche. Après, on va pas me demander, comme pour Nantes, de me régaler à voir les matchs de Montpellier. Hein. Il y a des très bons joueurs, hein. Thielé, Roussillon, Oui, Aguilar, tout ça Aguilar. c'est Oui, oui. très bon. Hein. Mais bon, je m'assois pas dans mon canapé en me disant chouette, il y a un match de Montpellier, quoi. Donc le Paris Saint-Germain a été éliminé de la Champions League en huitième de finale face au Real Madrid. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut changer pour que le PSG rêve plus grand? Faut déjà avoir un peu plus de chance au tirage au sort. Parce que bon, se prendre Barcelone, puis le Real Madrid en plus le Real en finissant premier de sa poule, c'est quand même vraiment pas de chance. Donc voilà quoi. Après, se faire éliminer par le Real, c'est pas infamant en soi, ce qui est vraiment très Yeah. contrariant. C'est le, c'est la faiblesse de la combativité parisienne au retour, quoi. Est-ce que c'est dû à des choix d'Unai Emery ou selon toi? Moi, j'ai toujours trouvé qu'il véhiculait, j'ai toujours pensé qu'il véhiculait le stress et la trouille. Donc, ce match-là me l'a encore confirmé. De toute façon, le divorce est consommé entre le groupe et lui, donc non, mais il a tout gâché à Madrid. Hein. Il s'est mis 5 cadres à dos sur le match, c'est impossible. Tu suis beaucoup les matchs du Paris Saint-Germain, mais on connaît aussi ton attachement au Racing Club de Strasbourg et ton amitié avec le président Marc Keller depuis de nombreuses années. Penses-tu que le Ouais, club alsacien se maintiendra dans l'élite à la fin de la saison? ça va être ric-rac. Je pense que ce qu'ils ont de la chance, c'est peut-être qu'il y a plus faible qu'eux. Mais non, en plus, là, ils vont jouer à Toulouse le week-end prochain et ils seront très diminués. Après, il y a un match très important, le derby contre Metz à la Méno. Celui-là, il faudra le gagner. S'ils ne le gagnent pas, ce sera très compliqué.
Donc, pour terminer, on va parler de tes projets. Le 7 avril 2017, quand tu étais invité de l'émission Le Tube sur Canal+, l'émission d'Isabelle Uturburu, tu avais déclaré que tu préparais un film avec M. Pokora dans le premier rôle. Quelques semaines après, le principal intéressé a indiqué que ça ne se ferait pas. Ouais. Est-ce que le projet est toujours d'actualité, même si c'est avec une autre personnalité en tête d'affiche? Non, non, parce que j'avais vendu le projet à une maison de production qui a fait faillite. Euh, Là, par contre, je suis en train de monter un film sur l'univers de la télé J'allais en parler qui aussi. va, et là, on en est à faire le casting. Donc, c'est beaucoup plus avancé que ça ne l'a jamais été avec Matt, quoi. Et justement, le scénario sur le monde de la télé, ça parlera de quoi un peu? De, Enfin, de la de la télé, mais... notoriété et de ses problèmes. D'accord. Pierrot, je te remercie pour cette interview et merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça fait vraiment Ok, plaisir. ok, à bientôt. Bonne continuation à toi et à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.